Bonjour à tous. Pour fêter la dernière ligne droite de ces vidéos consacrées à Clint Eastwood, me voici sur les lieux mêmes du tournage de ces films. Ici, nous sommes à San Francisco, sur Telegraph Hill Boulevard, devant la Coit Tower. Son nom vient de Lily Coit, la riche veuve d'un banquier à l'origine de sa construction. C'est ici que Harry Callahan se promène avec l'agent Moore dans L'inspecteur ne renonce jamais. C'est de cet emplacement célèbre que je vous présente ma nouvelle vidéo. Nous allons évoquer le dernier film de sa filmographie dans lequel il n'est qu'acteur. Un film consacré au baseball. Et pour vous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Gaëtan Alibert. Il est le grand spécialiste français du baseball et l'auteur du livre Une histoire populaire du baseball. Voici l'essentiel sur Une nouvelle chance. Une nouvelle chance de Robert Lawrence, 2012. Clint Eastwood et Gus Lebel. Il travaille comme recruteur pour l'équipe de baseball d'Atlanta. Tout son univers tourne autour de ce sport, mais c'est un homme âgé et son quotidien est de plus en plus difficile. Les responsables du club hésitent à le garder. Son ami Pete semble croire encore en lui. De son côté, Mikey, sa fille, travaille depuis 7 ans dans un cabinet d'avocats. Elle s'apprête à être promue associée. Ses relations avec son père sont tendues. Pete partage son inquiétude avec Mikey. Elle décide alors de passer plus de temps avec son père. Clint Eastwood se rend involontairement disponible pour revenir devant la caméra. Beyoncé, tombée enceinte, refuse le rôle principal du remake de A Star is Born qu'il devait mettre en scène. On connaît la suite. C'est finalement Lady Gaga qui tiendra le rôle pour Bradley Cooper qui passe derrière la caméra. Amy Adams et Mikey, la fille de Gus. Travailler avec lui a été une expérience fantastique, explique Amy Adams. Justin Timberlake et Johnny Flanagan, anciens joueurs de baseball qui flirtent avec Mikey. Ils combinent une carrière d'acteur et une carrière musicale. Sur le tournage, je me disais « Waouh, Clint Eastwood !» et je m'éloignais pour me pincer, dit-il. John Goodman et Pete Kline, le patron et ami de Gus. John Goodman était le grand Babe Ruth dans Gentleman Babe en 1992. Matthew Lillard et Philip Snyder, le nouveau recruteur du club. Personne ne l'a oublié dans le rôle de Sammy, dans l'adaptation live de Scooby-Doo. Lui aussi, on le retrouve dans un teen movie sur le baseball, Hot Summer, en 2001. Robert Patrick et Vince Freeman, le directeur du club. Il a déjà été acteur pour Clint Eastwood. Il était le colonel Chandler Johnson dans Mémoire de nos pères. Enfin, Scott Eastwood, le fils de Clint Eastwood, incarne un joueur de baseball. Clint Eastwood confie la mise en scène à son ami Robert Lawrence. Il a commencé comme stagiaire puis est devenu premier assistant réalisateur sur des films comme Les Pleins Pouvoirs ou Mémoire de nos pères. C'est pour Gran Torino qu'il devient son coproducteur. Clint Eastwood reprend ainsi sa vieille habitude de laisser un ami prendre le volant. Clint Eastwood m'a appris la collaboration sur un tournage, dit Robert Lawrence. Une confiance réciproque naît entre les deux hommes. Cette collaboration comprend évidemment tous les fidèles collaborateurs de Malpasso Company. Joel Cox et Gary Roche au montage, James Murakami au décor, Tom Stern à la photographie et Deborah Hooper au costume. Le producteur base sa mise en scène sur le premier scénario pour le cinéma de Randy Brown. L'ensemble du film est traité sur le mode du feel-good movie. Les personnages sont attachants et l'impression d'ensemble est celle d'un embellissement de la réalité. Robert Lawrence met en scène un triple récit. Un homme âgé est partagé entre son acceptation du temps qui passe, sa passion du baseball et ses rapports tendus avec sa fille. Il s'agira pour lui d'accepter de vieillir mais en même temps d'affirmer qu'il n'est pas d'un autre temps concernant ses qualités de recruteur et aussi de reconnaître ses erreurs envers sa fille afin de se donner avec elle une nouvelle chance, comme l'indique le titre français. L'ensemble de ce parcours d'accomplissement est ponctué par des séquences qui tirent aussi le film vers l'Americana, car elle se situe dans la chaleur des bastringues. On y boit de la bière accoudée au comptoir, on joue au billard, on danse sur de la country, et si le comportement est inapproprié, on n'est pas loin de se battre. Sur l'ensemble du film, il est facile aussi de reconnaître quelques séquences où le réalisateur Clint Eastwood n'est pas très loin. Sur le tournage, il le surveille de près. Il a été difficile pour lui de se retenir, de ne pas se mêler de tout, et pour moi, d'être devant une présence aussi intimidante, dit Robert Lawrence. Leurs idées n'étaient parfois pas les mêmes et Clint Eastwood le reconnaît, mais finit par dire « les choses se sont toujours arrangées ». On reconnaît la signature de Clint Eastwood ici, par exemple, quand il demande à sa fille « Need some money for some new clothes ?» ou comme cette séquence de sa visite chez le médecin, comme dans Créance de sang ou Gran Torino. Ici, ce plan où il est assis dans son fauteuil ressemble à celui de Gran Torino. Ou encore le moment émouvant où il se rend sur la tombe de sa femme, comme dans le prologue d'Impitoyable. Ici, Mikey conduit dans la nuit, comme Frankie Dune conduisait dans $1 Million Baby. Enfin, pour le flashback qui donne la signification de l'image du cheval qui introduit le film, ce sont des images de Clint Eastwood dans Firefox, Arme absolue, 40 ans auparavant, qui seront incrustées. À 82 ans, ça fait un moment que le temps passe pour Clint Eastwood. Mais il est toujours là pour se questionner,
nous en parler et offrir à ses fans le personnage du vieux bougon au grand cœur qui a finalement des valeurs à transmettre. On trouve déjà des traces de transmission dans Honky Tonk Man en 1982, il a 42 ans, quand il apprend la musique à son jeune neveu. Dans La Relève en 1990, il a 50 ans, quand il forme un jeune inspecteur. Et bien sûr dans Gran Torino en 2009, il a 79 ans, quand il apprend un métier à son jeune voisin Mong. Pour Une Nouvelle Chance, il a 82 ans. Le temps qui passe l'épargne de moins en moins. Et comme anti-héros permanent de son cinéma, il continue de malmener son image. Pour Gus Lobel, c'est la santé cette fois, qui ne lui fait pas de cadeau. Il a mal quand il urine, il n'arrive pas à extraire sa Ford Mustang de son garage, mais surtout, il est victime de dégénérescence maculaire. Il ne voit plus au centre de son champ de vision. Ainsi, il se prend les pieds dans sa table basse, dans les gradins du terrain de sport, et manque presque de se tuer avec sa fille à un carrefour. Il faudra qu'il passe de la non-acceptation de son âge à la résignation. Et c'est de nouveau un personnage qui l'accompagne qui le fera évoluer. Clint Eastwood a régulièrement besoin de quelqu'un de différent, mais de confiance, pour accepter les changements. C'était le cas de Maggie pour Frankie Dune dans Million Dollar Baby, ou de Sue, la jeune sœur de Tao, dans Gran Torino. Déjà en 1973, William Holden remplaçait un Clint Eastwood trop jeune pour jouer un quinquagénaire dont les certitudes allaient être bousculées au contact de la jeune et insouciante Bridgie. L'exemple est parfait avec une des séquences de bastringue. Si une bonne bagarre était à l'époque inévitable avec un Clint Eastwood plus jeune, comme dans Ça va cogner, ici, l'instinct naturel est désormais contré à temps par les plus jeunes. Les temps changent, semble nous dire Clint Eastwood, qui doit maintenant obéir à sa fille et à son futur beau-fils. Même si Clint Eastwood est la vedette du film, c'est bien la présence d'Amy Adams que le spectateur retient dans le film, car son personnage est le plus beau et le plus important. Elle trouve le ton juste entre ses deux partenaires. Je devais jouer entre ces deux hommes qui sont aussi deux musiciens et qui ont un sens fantastique du rythme. Entre les deux, elle distingue elle-même un rapport très différent d'irritabilité d'adolescente avec son père et de variation sur le flirt avec Johnny. Son personnage est celui qui vivra le plus de changements. Progressivement, nous allons découvrir sa passion et ses connaissances pour le baseball, mais aussi son passé douloureux avec son père. Quand elle lui fait le reproche d'avoir été un père absent, on pense de nouveau à Clint Eastwood avec ses propres enfants. Il développera ce sentiment avec Allison Eastwood, sa propre fille dans La Mule en 2018, où il incarne aussi un père absent qui tente de se racheter auprès de sa famille. Mais ce qui caractérise le plus le personnage de Mikey, c'est la passion du baseball que lui a transmise son père. Ce père et sa fille rappellent Bessie et Roy Largent dans les années 1920. Ce dernier, recruteur de baseball sourd, formait un duo avec sa femme qui comblait son handicap physique. Car le véritable sujet qui relie tous les personnages et qui est moteur de l'histoire est bien l'univers du baseball. Ainsi, Une Nouvelle Chance entre dans la catégorie de films consacrés à ce sport. Pour décrypter le baseball dans le film, j'ai la chance de recevoir Gaëtan Alibert. Nous allons l'interroger. Une Nouvelle Chance va aborder le baseball, pas sous un angle très nouveau, parce que c'est celui des recruteurs, et on a plusieurs films qui mettent en avant les recruteurs comme la figure qui va observer le baseball. On l'a sur un film qui est Moneyball, qui est souvent d'ailleurs présenté comme l'antithèse d'une Nouvelle Chance, parce qu'une Nouvelle Chance va montrer le côté un peu romantique du baseball, axé sur l'humain, le lien social, les vieux recruteurs qui ont une sorte d'intuition magique pour repérer les futurs talents. On regarde le baseball à travers ceux qui l'ont fait pendant des décennies, qui aujourd'hui sont un petit peu sortis du jeu. On a un film qui va beaucoup mettre l'accent sur le côté humain, le lien social, notamment par exemple Gus Lobet, donc qui va faire venir la famille d'un joueur qui est en difficulté pour montrer que c'est cette action-là qui va lui permettre de redevenir un excellent joueur. On a beaucoup de références techniques. Il y a vraiment ce côté un peu initié, mystique, qui finalement fait référence à l'histoire du baseball, qui a servi de mythologie à la jeune nation américaine dès le 19e siècle. Babe Ruth, Joe DiMaggio, c'est considéré comme des demi-dieux dans la mythologie américaine. En même temps, c'est aussi un film qui va se baser dans l'Amérique rurale, dans les petites villes, un peu contrairement à Moneyball, où on est dans les coulisses d'une grande franchise de la Major League Baseball. Là, on est dans le baseball nostalgique, qui là aussi fait partie de toute la mythologie du baseball qui s'est construit au 19e siècle en opposition avec la révolution industrielle, parce que le baseball vient des grandes villes et s'est construit avec cet imaginaire un petit peu pastoral dans une Amérique qui était bousculée par cette révolution industrielle, dans des zones extrêmement urbaines. On retrouve tout ça dans le film Une Nouvelle Chance. La référence, elle se fait beaucoup par rapport au baseball que l'on voit dans Le Stratège. On voit comment cette équipe va travailler différemment à travers les statistiques, à travers les ordinateurs. Donc, dans Une Nouvelle Chance, on a totalement l'inverse, puisque ce travail via les ordinateurs est totalement balayé par le travail des vieux recruteurs, par cette intuition, par le fait qu'on entend un son parfait qui révélerait un talent incroyable. Dans tout le film, on voit qu'il y a aussi une critique du sport business. On le voit à travers le Bo Gentry et son père, la manière dont on commence à vendre l'image
de son fils. Et on sent qu'il y a une critique du sport business à travers ce baseball qui se déroule dans l'Amérique rurale, donc dans l'Amérique fantasmée. Elle est sincère, elle est pure. Les statistiques, ça fonctionne, mais ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga du baseball. Parfois, trop se référer aux statistiques, dans des situations notamment en finale, lors des World Series, on a vu des managers faire trop confiance aux statistiques et prendre la mauvaise décision et perdre le titre. Alors, Double A, c'est l'équivalent de la 3e division. C'est déjà un très bon niveau de jeu. Les joueurs qui arrivent là commencent déjà à avoir des bonnes chances de pouvoir espérer peut-être un jour aller en MLB. Et 350, c'est la moyenne de frappe. Souvent, on va avoir ce chiffre, 350, 200, 150, ça dépend de ce que fait le joueur. Et 350, c'est un pourcentage. En gros, il frappe 35% du temps très bien la balle. Sur 100 présences au bâton, 35 fois, il va frapper un coup sûr. C'est la sélection qui est faite des meilleurs joueurs au niveau scolaire et en universitaire. Ils sont postés à la draft. Quand on est numéro 1 de draft, on est les plus forts potentiels. Donc là, on va avoir les plus gros contrats. Ça ne concerne que les joueurs qui vont évoluer dans le système universitaire ou scolaire américain. Quand on est déjà professionnel dans d'autres ligues ou qu'on vient de l'étranger, comme en France, généralement, on va être drafté sur d'autres types de systèmes. Cela dit, on a déjà eu 2 Français draftés en 2007, Joris Baird, et en 2023, Mathias Lacombe. Le strike, c'est lancer la balle dans la zone de strike. C'est une zone imaginaire qui va des genoux aux aisselles et sur la largeur du marbre, qui est la plaque qui est au pied du batteur. Quand le lanceur arrive à placer cette balle dans cette zone sans qu'elle soit frappée, c'est un strike. Et à 3 strikes, on élimine le batteur. C'est Erod, Alex Rodriguez. C'est un des plus grands joueurs du 21e siècle et en même temps très contesté parce qu'il s'est fait prendre 2 fois par dopage. Ça reste quand même une très grande star du baseball qui a pris sa retraite il y a quelques années. Et la slider, c'est un effet qui est donné à la balle. Vous avez 2 types de lancers. Vous avez ce qu'on appelle les balles rapides. Là, on va mettre beaucoup de puissance et beaucoup de vitesse. Et après, on a les balles à effet où quand la balle, elle va fuir un petit peu sur un côté, on va appeler ça soit une sinker, soit une slider. Chaque lanceur a un petit peu sa manière de les lancer. Et la slider, c'est un des effets les plus courants et aussi les plus efficaces dans les lancers de baseball. Le swing, c'est le fait de s'élancer avec sa batte pour essayer de frapper la balle. S'il frappe et que la balle tombe dans le terrain, c'est un hit. S'il la loupe, ça va donner un strike. Souvent, les Américains vont dire swing and miss pour dire il a frappé et il l'a raté. C'est tout simplement le fait de sortir la balle du terrain du moment que la balle reste dans les lignes de jeu. Sinon, elle est fall ball, elle part dans le territoire des mauvaises balles. Mais si elle reste dans ce territoire-là et qu'elle sort au-delà de la clôture, c'est un home run. Ça veut dire que le joueur qui frappe, il peut faire le tour des bases et rentrer pour marquer un point. Et forcément, s'il y a des coureurs devant lui, eux aussi vont se mettre à marcher le long des bases pour marquer des points. Si les bases sont pleines, c'est-à-dire qu'on a 3 coureurs sur base, on appelle ça un grand slam. On marque 4 points d'un coup. Boog Gentry, qui est censé être la grande superstar, a un très gros problème. Il a un trouble with the curve. Il a un problème avec les courbes. Moi-même, c'est un lancer que j'aimais bien faire quand je jouais. Effectivement, c'est de piéger par la courbe le frappeur. Et quand on n'arrive pas à les frapper, c'est rédhibitoire pour pouvoir jouer au très haut niveau. C'est un problème qu'on retrouve parfois dans d'autres films. Je pense notamment à la comédie sportive Les Indians, où on a des joueurs de l'équipe des Indians qui frappent des home runs à toutes les balles droites, mais qui n'arrivent pas à frapper les courbes. D'où le titre, effectivement, Trouble with the curve, pour dire qu'il a un problème avec les courbes. Mon premier choix, c'est Moneyball. Même si on voit pas le terrain énormément, on voit les coulisses, mais c'est extrêmement bien fait et c'est une histoire vraie en plus, qui permet de comprendre un peu le sport moderne, le sport business et le sport statistique. Le 2, c'est une équipe hors du commun, l'histoire d'une véritable ligue professionnelle féminine durant la Seconde Guerre mondiale, au cas où la MLB devrait cesser ses activités à cause de la guerre. C'est un film qui a inspiré des générations de joueuses, un film méga culte dans le baseball. Jusqu'au bout du rêve, tiré du roman Cholet Joe, qui fait référence au joueur Cholet Joe Jackson. Kevin Costner dans son champ, qui entend un bruit qui dit construis un terrain de baseball dans ton champ de maïs. Le terrain existe vraiment parce qu'il a été créé pour le film. C'est un film qui montre vraiment le côté mythologique, voire mystique du baseball au sein de la nation américaine, de sa culture populaire. Et dans la même veine, du A3, de Ron Shelton, qui est un ancien joueur des ligues mineures. Là, c'est une comédie sportive, mais pareil, où on traite le baseball vraiment sur sa partie culture populaire, son ancrage dans l'Amérique des petites villes. Susan Sarandon qui se présente un peu comme la prêtresse de la religion baseball. Le stade, c'est le temple. C'est très sympa, c'est très vivant. Puis 42 sur l'histoire de Jackie Robinson avec Chadwick Boseman et Harrison Ford. C'est pas le premier joueur noir à avoir joué en ligue majeure. C'est en a eu dans le 19e siècle, mais après il y a eu la ségrégation qui s'est mise en place dans les années 1880 et il a fallu attendre 1947 pour qu'un joueur noir retrouve les terrains de la MLB avec Jackie Robinson, immense personnage de la lutte pour les droits civiques. C'est un film qui permet aussi de comprendre beaucoup de choses, ce passé trouble de l'Amérique. Et j'en rajouterai un 6e, c'est un documentaire, The Battered Bastard of Baseball, un documentaire sur une histoire vraie. C'est les petits-fils de Bing Russell, qui était un grand acteur de second rôle dans le Hollywood des années 50-60, qui était un fan de baseball absolu.
absolue et qui a créé une équipe qui est la dernière équipe indépendante à avoir existé dans les ligues mineures à un moment donné où les équipes étaient rattachées à des équipes MLB. C'est une histoire folle. On retrouve Kurt Russell, son fils, qui en plus d'être acteur a été joueur professionnel dans les ligues mineures dans cette équipe, mais aussi dans des équipes affiliées. Donc c'est un documentaire qui lie le cinéma et le baseball indépendant qui est avec une histoire assez folle dans les années 70. Allez le voir, c'est sur Netflix. En France, le public ne suit pas, probablement à cause d'un film trop orienté sur les règles du baseball auxquelles les spectateurs français n'ont jamais rien compris. Le film est aujourd'hui à revoir comme un nouvel épisode consacré à l'évolution des personnages incarnés par Clint Eastwood en fin de carrière. Il prend alors tout son sens et nous dit combien le réalisateur est convaincu que ses méthodes sont les bonnes, ou alors au moins les seules qui lui permettent d'avancer. Ces méthodes se résument à une métaphrase prononcée autant par Gus Lobel que par Clint Eastwood. I know I'm as blind as a slab of concrete, but I'm not helpless. I'll put a bullet in my head when that happens. Bon film. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air ou dites-le moi dans les commentaires. Je réponds à tout le monde et surtout si vous aimez Clint Eastwood, abonnez-vous à la chaîne.